trop à ta contenance, tu peux le prendre dans la main si ça te fait plaisir. Non. Tu peux le... Voilà, mais il faut que ce soit pas plus loin que ça. Et alors, c'est dans la mesure où il n'y a plus la reprise de la séance précédente. Là, on fait, je fais quelques annonces. D'accord. Je te présente sommairement, et puis on démarre sans du tout. Et on s'arrête à quelle heure, alors? On s'arrête à 19h15, 19h30. D'accord. Avec un service de sécurité qui n'a pas beaucoup d'humour et qui veut vraiment que tout le monde soit sorti à 19h35. D'accord. Donc c'est un peu rigoriste sur le fait qu'à 19h30, on descend tous. Hein? Oui, mais ils m'ont supplié de faire en sorte que le signal de départ soit à 19h30. Voilà. Tout heure commencer et un peu privé. Bon, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Les temps de Covid sont bien là et le premier chapitre se fait en petit comité, ce que je regrette beaucoup, mais c'est la dure réalité. Je vous ai donné une feuille qui est en train de tourner, donc si vous avez reçu le mail la semaine dernière annonçant ce séminaire, c'est pas du tout le fait de vous inscrire. Je vous demande même de ne pas vous inscrire parce que ça m'embrouillerait. Si par contre, ce qui était le cas de votre camarade, si par contre vous n'avez pas reçu le mail et que vous voulez recevoir les informations concernant cette activité, alors je vous en prie, mettez votre adresse mail, votre nom, l'adresse mail en majuscule parce que la probabilité de faire des erreurs quand on recopie une adresse mail est forte. Et si vous me mettez votre adresse en majuscule, eh bien la probabilité que je fasse une erreur est moindre. Voilà. Pourquoi pas de Zoom pour le premier chapitre? J'ai réfléchi à ça, j'ai tourné ça dans ma tête dans tous les sens. Et c'est vrai qu'après, en particulier la première période de Covid, le premier confinement, on a tous, et je dis ça à une majorité des étudiants, c'est rien de dire qu'on s'adresse à des gens qui l'ont vécu, avec les avantages et les inconvénients, eh bien, le distanciel, et en particulier avec l'outil qui marche très bien, Zoom, est vraiment devenu très usité et très généralisé. Bon, cela dit, moi je défends mordicus l'idée que pour la clinique, pour l'enseignement, pour la réflexion, pour le plaisir de la convivialité, le présentiel a des vertus que n'aura jamais le distanciel. Donc pour moi, le distanciel, c'est un joker formidable qui nous a tiré d'embarras pour des thérapies, pour des enseignements. Et c'est bien ici. C'est gentil. Mais c'est vrai que pour moi, ce n'est qu'un joker. Et c'est pour ça que j'assume totalement. J'ai été fané toute l'après-midi par une trentaine de personnes. On veut le lien Zoom de la conférence de Bernard Goltz, et moi de répondre imperturbable, eh bien non, vous êtes les bienvenus, venez donc à 17h nous rejoindre, salle 5017 à l'Institut de Psychologie, étant entendu que c'est filmé et que dans une semaine c'est sur la chaîne YouTube du premier chapitre. Donc les gens qui ne peuvent pas venir auront la possibilité de bénéficier de la conférence de Bernard Goltz dans une semaine. Voilà. C'est mieux les petits groupes au sens bionien du terme, de toute façon. C'est ça. Moi, je crois ça, je défends. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça et pourquoi est-ce que j'y mets comme ça une certaine fougue?
que vous devez sentir dans mon propos. C'est qu'à l'université, je ne sais pas comment tu dirais les choses, Marion, mais au jour d'aujourd'hui, et c'est intéressant parce que ça pourrait ne pas avoir l'air d'un débat épistémologique, et je pense que c'est un débat d'épistémologie et de valeur. Il y a un certain nombre de collègues, en tout cas dans d'autres champs que la clinique, qui nous disent mais je ne vois pas très bien qu'est-ce que ça rajoute le présentiel par rapport au distanciel. C'est-à-dire qu'il y a déjà des nostalgies du tout distanciel. Moi, je dois vous dire pas du tout. Et ce matin, j'ai passé toute la matinée avec un groupe de 30 étudiants. On a aussi un peu parlé de ça. Et on était content d'avoir passé la matinée ensemble, d'autant plus qu'on a parlé de questions cliniques pointues qui nécessitaient vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble et être dans une intersubjectivité partagée, proximale. Voilà. Puis en distanciel, personne ne peut se sentir. C'est ça. On l'a dit l'autre jour où on parlait... Donc l'agressivité est vite là. C'est ça. Il n'y a pas d'olfaction, notamment, mais c'est vrai que c'est un défi qui permet de tirer beaucoup d'autres choses. On peut pas, il n'y a pas d'olfaction en distanciel. Bon, donc écoutez, bienvenue en présentiel, en incarné, et voilà, vous voyez mon refus de faire du Zoom, même quand quelqu'un comme Bernard Goltz vient ici, dans le fait que je suis devenu un militant exigeant du présentiel, parce qu'effectivement, je trouve qu'on peut parler de plus en plus maintenant de résistance au présentiel, parce que, étant donné qu'on a tous fait plus ou moins, enseignants, étudiants, l'expérience du distanciel, finalement, faire l'économie d'une heure de métro, d'une heure de voiture, c'est bien commode. Non, je crois pas. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous pour que vous compreniez effectivement ce qui peut paraître comme une sorte d'incongruité, mais pourquoi donc est-ce qu'il n'y a pas de lien Zoom pour ce séminaire? Vous en connaissez maintenant les motifs. Alors, quelques mots et puis on va rapidement passer la parole aux conférenciers. Donc, eh bien, insister sur le fait que c'est ce soir la 4e réunion de ce séminaire du premier chapitre, et que les 3 premières conférences, donc celle de Nicolas Mendes et de Clément Moreau sur parentalité et transidentité, et donc sur la chaîne YouTube, et il en est de même de la conférence de Kevin Erigi sur le marché des ovocytes, et la toute dernière, c'était en janvier, la conférence de Romuald Jean-Guy Panel sur la tendresse du père, réflexion clinique en temps de Covid. Voilà. On a une séquence assez fastueuse là dans le séminaire, puisqu'il y a Bernard Goltz aujourd'hui, et il y aura Pierre de Lyon le 6 avril, à la prochaine session, qui viendra nous parler de la constellation transférentielle en périnatalité. Voilà, on a vraiment des conférenciers de renom et de talent, et je suis content de partager ça avec vous. On aura ensuite, après Pierre de Lyon, on aura de nouveau un séminaire qui sera dédié à la place du père en temps de crise Covid, avec Nathalie Press, Matt Stoleru et Christian Arias. Christian était là avec nous pour la conférence de Romuald. Et enfin, on finira, si elle est suffisamment en bonne santé, elle a quelques petits ennuis de santé, avec en juin Diane Devany, qui viendra nous parler de l'intérieur, de la place du psychologue de maternité qui travaille à Necker. Qu'est-ce que c'est que les péripéties de l'accouchement au temps du Covid. Voilà. Un mot pour te présenter, cher Bernard. Bon, tu es un compagnon de route depuis longtemps. Tu es d'abord et surtout un ami, mais c'est vrai que tu es aussi un compagnon de route clinique. D'abord parce que j'ai travaillé dans ton service quand tu étais chef de service à Necker en psychiatrie infantile. On a beaucoup travaillé là, notamment autour des consultations thérapeutiques parents-bébés. Et puis c'est vrai que nous avons été aussi souvent
son par ses compères dans des activités associatives. Alors je pense à hier autour de la WEM, dont tu as été un des membres fondateurs de la WEM France avec Serge Lebovici. La WEM est une des deux, il y a quelques décennies, on aurait dit société savante. Aujourd'hui, ce terme a un petit côté 19e siècle. Il y a deux grandes sociétés savantes qui s'occupent de périnatalité en France. Il y a la WEM et il y a la Marseille. Et la WEM, l'Association mondiale de santé mentale du nourrisson, est vraiment une très grosse association mondiale dont Bernard Gols et Serge Lebovici avaient fondé une antenne française francophone. Voilà. Il y a depuis moins longtemps, plus récemment, l'AEPEA, dont tu diras peut-être un mot, l'Association européenne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Psychopathologie. Psychopathologie qui nous tient très à cœur parce que justement on peut y défendre une psychopathologie qui n'est pas oublieuse de la psychanalyse, même si il ne s'agit pas de mettre tous les œufs dans le même panier de psychanalyse, d'une psychopathologie ouverte. Et c'est vrai que les activités au sein de l'AEPEA sont tout à fait importantes pour nous. Voilà, alors on est aussi compagnons d'écriture. On avait, il y a quelques années, beaucoup travaillé sur la narrativité. Et on avait écrit un livre autour de la narrativité. Ça avait été une séquence... Grossesse, récit. Oui. Et c'est vrai que c'était une séquence importante parce qu'on avait croisé les travaux attachmentistes avec les travaux psychanalytiques sur la narrativité. Et ça avait été important. Et là, plus récemment, donc on s'est associé pour un livre qui est en grande résonance, enfin tu vas nous le dire, je pense, avec la thématique de ta conférence de ce soir, donc ce livre qui est publié au PUF en 2021 et qui s'intitule « Le fœtus / bébé au regard de la psychanalyse ». Et c'est vrai que ce soit le titre de ta conférence, du sentiment d'être au sentiment d'exister. Donc tu vas nous expliquer ce que ce titre, pour certains peut-être un peu énigmatique, ce qu'il signifie et ce à quoi il renvoie cliniquement. Mais c'est vrai qu'on est au plus près d'un certain nombre de passages de cet ouvrage que on a coécrit, et notamment de tout ce qui touche à l'anthrogenèse. Et je m'en tiendrai là. Je dirais que tu es vraiment un récidiviste au cours de ton activité scientifique par rapport à l'exploration de l'ontogenèse, l'ontogenèse du langage, l'ontogenèse de la symbolisation en général. Et dans plusieurs de tes livres et de tes travaux de recherche, on trouve l'insistance, vraiment la récurrence de la genèse, de grandes fonctions anthropologiques. Et je crois que vraiment avec toi, la notion d'ontogénèse prend toute sa force parce que tu as été, et tu restes aujourd'hui encore un explorateur opiniâtre de cette ontogénèse. Voilà, donc je m'en tiens là pour te laisser champ libre maintenant. Et je vais juste aller vérifier que la caméra tourne bien et fait bien son travail de mémoire. Et si tu veux bien, donc démarrer ta conférence sur du sentiment d'être au sentiment d'exister. Merci beaucoup, Sylvain. C'est parfait. Ça marche, le son 1, 2, 3. 1, 2, 3, oui, ça bouge. C'est parfait. Bon. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation très amicale et aussi pour cette réinvitation, puisque j'étais déjà venu, je ne sais plus très bien quand, mais une fois dans le premier chapitre, quand il se tenait en bas, et il y a 2 ans, pour parler de la grossesse psychique des enfants adoptés. Voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est tout à fait autre chose, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je dis bonjour donc à tout le monde, à toutes et à tous. Très plaisir de revoir aussi Marion Cano, qui a travaillé aussi à Necker autour des thérapies conjointes parents-bébés, puisqu'on en a même fait ensemble avec Sylvie Séguret. Puis après, ça s'est perdu un petit peu dans la fin de mon travail à Necker. Mais voilà, donc un grand merci tous les deux pour cette invitation ici. Voilà, alors comme vous allez le voir,
je vais beaucoup parler de la question du lien, des liens, parce que mon propos s'organise autour de la question des liens. Et peut-être pour le dire aux personnes ici, le lien est la question du lien, des liens, est vraiment importante pour moi. À l'époque où j'ai fait mes études de médecine, on pouvait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, faire à la fois pédopsychiatrie et pédiatrie. Bon, c'est dommage un petit peu d'ailleurs qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Moi, je savais que je voulais être pédopsychiatre, mais j'avais quand même envie d'aller voir du côté de la pédiatrie un petit peu ce qui se passait à propos des maladies somatiques, des maladies du corps. Bon, c'est déjà une idée de lien entre le corps et le psychisme. Et puis après, je suis devenu pédopsychiatre et psychanalyste. Et puis j'ai longtemps travaillé à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où une des toutes premières consultations de pédopsychiatrie avait été mise en place dans les années 60 et quelques par Michel Soulet, qui a été vraiment très important pour Sylvain comme pour moi. On se connaît depuis si longtemps que c'est vrai que c'est professionnel et amical, vraiment, cette histoire. Voilà, et Michel Soulet donc avait fondé là une des toutes premières consultations de pédopsychiatrie. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a appris vraiment ce que j'avais besoin de savoir à l'époque dans ma formation sur la pédopsychiatrie d'inspiration psychanalytique. Et puis après, en 2002-2003, le service a été transféré sur Necker. Donc aussi bien à Saint-Vincent-de-Paul qu'à Necker, c'est un service de pédopsychiatrie générale, avec des bébés, des enfants et des adolescents. Mais vraiment, les trois problématiques qui, moi, me mobilisent depuis longtemps, c'est le développement précoce du bébé, dont on va beaucoup parler ce soir, la question de l'autisme et des troubles du spectre autistique, comme on dit aujourd'hui, et la question de l'adoption, sans doute parce que j'ai été élevé, si je puis dire, professionnellement par Michel Soulet, qui en France, avec Janine Noël, a été un des grands pionniers de la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption. Voilà, comme lui, d'ailleurs, j'ai été longtemps membre du Conseil supérieur de l'adoption. Et puis aussi, ça m'a beaucoup apporté la responsabilité de la présidence pendant 3 ans du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui est vraiment une belle institution depuis 2002 en France, très instructive. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que bébé, autisme, adoption, c'est pas pareil. Bien sûr, c'est pas pareil. Ce sont des champs distincts, mais le lien entre les trois, sans aucun jeu de mots, c'est la question du lien. Puisque le développement précoce du bébé, la mise en place de son appareil psychique, je me le représente vraiment comme la mise en place par le bébé de ses premiers liens avec son environnement. Alors on peut dire liens primitifs, liens archaïques, liens primordiaux, liens premiers. Voilà. Et puis la manière dont il va pouvoir se les représenter psychiquement, ce que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure. Les autismes sont des situations catastrophiques, douloureuses, où les enfants mettent en place, n'arrivent pas à mettre en place, échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens. Et puis l'adoption est une situation un peu paradigmatique, emblématique, particulière, où on peut observer comment un enfant va mettre en place ces liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, comme disent les enfants, qui ne l'ont pas engendré, mais qui vont se positionner pour lui, bien sûr, comme ses parents adoptifs la vie durant. Voilà, donc le lien fait le lien dans ces trois domaines. Enfin, c'est ma cohérence à moi. Je veux dire, heureusement que, il serait temps que je la trouve, parce que sinon ça va être trop tard. Voilà, c'est ma cohérence à moi, c'est la question du lien qui m'aide beaucoup dans ma réflexion clinique, dans ma pratique et dans mes réflexions théoriques. Voilà, et alors c'est vrai que cette question du lien, tu as évoqué la EPEA, là je fais quelques réflexions d'introduction. La EPEA, c'est l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, et tu as très bien fait de dire que la psychopathologie... Alors la psychopathologie, ça paraît un concept parfois, dans certains endroits, un peu démodé. Alors je sais, plus dans les facultés de médecine que dans les facultés de psychologie comme ici. Mais je vous garantis que c'est un concept très précieux. Et en faculté de médecine, où j'enseigne, un médecin peut finir ses études sans avoir jamais entendu le mot même de psychopathologie. Comme si c'était un vieux truc à jeter aux oubliettes. Alors peut-être le mot a quelque chose de vieillot, mais le concept est éminemment moderne, épistémologiquement parlant. Et l'objet vraiment primaire de la psychopathologie, c'est d'arriver à mettre en lien les facteurs internes et les facteurs externes du développement et des troubles du développement.
C'est-à-dire que prendre en compte à la fois, c'est pas toujours facile, mais la part personnelle de l'enfant, ce avec quoi il arrive au monde, avec son équipement neurologique, génétique, biologique, cognitif, mais sa rencontre avec l'environnement dans toutes ses composantes. Alors Sylvain l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais j'enfonce le clou, la psychopathologie n'est pas que psychanalytique. Loin de là. C'est en France, dans des pays, en Europe du Sud en général, c'est la psychopathologie psychanalytique qui est la plus ancienne, donc la plus développée, la plus sophistiquée, un petit peu pour l'instant. Mais il y a une psychopathologie systémique et familiale, bon, il y a une psychopathologie de l'attachement qui se développe, il y a une psychopathologie cognitive, et il y a même aujourd'hui une psychopathologie développementale qui est tout à fait intéressante aussi. Voilà, donc il faudrait qu'on soit vraiment tous ensemble, les défenseurs des psychopathologies qui sont multiples, qui font toujours ce pari de vouloir nouer le dedans et le dehors, et qui surtout sont les seuls. C'est un concept qui est à même d'éviter le clivage de la pédopsychiatrie ou de la psychologie entre un côté purement biologique et endogène et un côté purement exogène ou traumatique. Voilà. Donc il faut se situer dans l'entre-deux, et pour travailler dans l'entre-deux, on a vraiment besoin de ce concept de psychopathologie ES au pluriel, comme je viens de le dire. Voilà, alors un dernier mot pour dire aussi que je suis vraiment heureux d'avoir Sylvain comme partenaire important, fondateur de l'Institut contemporain de l'enfance. J'ai vu que ça a été marqué Centre contemporain de l'enfance, mais enfin c'est Institut contemporain de l'enfance, c'est pas très grave, qu'on a fondé l'année dernière, et qui est un espace justement pour penser le soin, pour essayer de penser le soin psychique, le prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents, en référence affichée à la psychanalyse, ce qui aujourd'hui n'est pas si facile, aux psychopathologies, à la pédagogie, et avec des ouvertures très fortes sur le monde de l'art et de la culture, parce qu'il y a des liens importants entre la créativité thérapeutique et la créativité artistique. Voilà, donc on va commencer ce nouveau chemin ensemble, et je m'en réjouis infiniment. Et Marion, il faudra que je vous en parle d'ailleurs, à l'occasion. Voilà, donc tout ça fait que c'est vraiment agréable d'être là pour moi. Et je vais essayer de vous présenter un modèle que j'ai, voilà, je peux vous faire circuler ça. Mais il s'appelle Reviens quand même, hein, comme on dit aux enfants, voilà. Alors, la question des modèles, c'est que il ne faut pas confondre la validité et l'utilité. La validité d'un modèle, savoir si un modèle est plus vrai qu'un autre, plus juste qu'un autre, franchement, c'est parfois très difficile dans le domaine qui est le nôtre. Et puis, je crois il faut pas toujours vouloir avoir raison. La question, c'est de trouver un modèle utile pour ce qu'on veut faire, en fonction de son activité. Moi, je travaille beaucoup avec des bébés, et le modèle que je vais vous présenter, je ne sais pas s'il est plus vrai qu'un autre, mais je sais que pour moi, il est très utile. Il m'aide à donner un peu, à regrouper de manière, pour moi, cohérente, un certain nombre de choses que je vais essayer de vous expliquer. Et voilà, si ça peut vous faire gagner du temps, c'est pour ça que ça me fait plaisir de le partager avec vous. Mais je ne le présente pas comme une vérité absolue. On n'est pas en mathématiques, on n'est pas en physique des particules. Hein. On est dans une réflexion, et on essaie de trouver des pistes qui donnent de la cohérence au fait du développement, aux faits cliniques, enfin à l'autre champ d'activité. Et bien entendu, cette question de l'être et de l'existence va pour je vais essayer de la développer avec en arrière-plan, vous allez le voir, la question de l'accès à l'intersubjectivité et à la question de la subjectivation. Et vous m'arrêtez, c'est ça l'intérêt des petits groupes quand même, c'est que vous m'arrêtez quand vous voulez s'il y a quelque chose à éclaircir. Bon, alors le premier point, c'est que un bébé, comme dit Winnicott, alors on a fait plusieurs fois l'erreur d'ailleurs dans nos textes. Winnicott n'a pas dit un bébé ça n'existe pas, il a dit un bébé tout seul ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un bébé a absolument besoin de l'autre pour vivre physiquement et se construire psychiquement. Et ça, c'est lié à la néothénie.
j'en dis un mot rapidement, qui n'est pas une hypothèse, qui est un constat, c'est que le bébé humain est le bébé mammifère le plus inachevé de tous les bébés mammifères du monde. C'est comme ça. On n'y peut rien. Même après 9 mois de grossesse, même quand il pèse 3 kilos, même quand il mesure 50 cm, alors c'est peut-être encore plus clair quand il est prématuré, mais de toute façon, même quand il est à terme, un nouveau-né humain ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a absolument besoin de l'autre, d'un adulte qui prenne soin de lui, un caregiver, comme on dit, que ce soit le parent, ou que ce soit un professionnel, ou les deux. Il a absolument besoin des adultes, d'un adulte, pour survivre physiquement et pour se construire psychiquement. En pédopsychiatrie, en psychologie de l'enfant, en psychopathologie, on ne fait jamais de prédiction, mais vous savez bien qu'il y en a une qui est incontestable, c'est que si on laisse un nouveau-né à terme tout seul sur la table où il est né, il va mourir. C'est inéluctable. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Et c'est à la fois terrible et émouvant, si on veut, mais enfin c'est comme ça. Et nous qui avons tous été des bébés néothènes, on est assez touché quand on voit un documentaire, par exemple, l'accouchement d'une jument, et quand on voit le petit poulain, dès qu'il est sorti du corps de la mère, il est quand même capable de se redresser un petit peu, d'aller chercher un peu à boire, un peu à manger. Aucun bébé humain, même à terme, n'est capable de ça. Hein. Voilà, donc c'est un fait, c'est un constat indubitable. Voilà, alors on peut se demander, si on est un tout petit peu darwinien, pourquoi l'évolution a sélectionné une solution aussi risquée, puisque le bébé humain donc, est très fragile, très vulnérable, très environnement dépendant, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est cette solution-là qui s'est stabilisée alors qu'elle est porteuse de risques immédiats très grands? Et si on est darwinien, on se dit qu'une solution, elle se stabilise quand il y a plus d'avantages que de désavantages. Alors il faut chercher l'avantage, là, puisque le désavantage, enfin la difficulté initiale est grande. Et l'avantage probablement, mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est que cette néothénie fait que le bébé va surtout se construire, et en particulier son cerveau, après l'accouchement, à l'air libre, une fois sorti du corps de la mère, pendant les 4, 5, 6 années qui suivent l'accouchement. Ce qui n'est pas le cas des autres espèces mammifères. Alors c'est vrai que dans ce séminaire sur le premier chapitre, vous avez déjà certainement beaucoup parlé du fœtus et de tout ce qui se met en place pour lui du point de vue de la sensorialité, le toucher, l'olfaction, le goût, et puis enfin, en grossesse, l'audition et la vision. C'est vrai, mais quand même, après la naissance, il va y avoir une sorte d'explosion physique. Hein. Quand on regarde un bébé qui vient de naître, un bébé de 2 ans, un bébé de 3 ans, c'est quand même incroyable, c'est phénoménal. Et au niveau cérébral aussi, la plus grande partie de la construction cérébrale va se faire après la naissance, et donc au contact d'un environnement absolument différent pour chaque bébé. Et l'influence de l'environnement est très importante à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénèse. Le XXe siècle a beaucoup travaillé sur la génétique, avec le décodage complet du génome en 2000. Et puis le XXIe siècle, je me risque à une autre prédiction. Je crois que le XXIe siècle va être consacré en grande partie à l'épigénèse, c'est-à-dire à l'influence de l'environnement sur le fonctionnement des gènes. Quand on parle d'épigénèse, en général, on pense que l'environnement ne modifie pas les gènes dont on est porteur, mais régule leur expression. Bon, déjà, vous voyez, ça commence à changer parce qu'avec les thérapies géniques qui apparaissent ici et là, et à Necker en particulier, là, on a bien, dans la thérapie génique, c'est bien l'environnement qui vient modifier les gènes dont on est porteur. Enfin, disons que c'est encore assez latéral. Ce qui n'est pas latéral, c'est que sans modifier nos gènes, l'environnement, dans toutes ses composantes, écologique, biologique, alimentaire, familiale, sociale, culturelle, relationnelle évidemment, probablement est capable d'activer certains gènes dont on est porteur, d'inhiber d'autres gènes, de présider à des séquences d'expression génétique particulières. On commence à comprendre mieux les mécanismes biochimiques, biologiques par lesquels ça passe, et vraiment c'est un créneau de recherche incroyable pour les années qui viennent. Voilà, donc le fait de construire son cerveau à l'air libre et chaque enfant dans un environnement différent fait que cette néothénie
laisse une énorme place à l'épigénèse et donc une énorme place à la diversité. Voilà. Là, je marque un tout petit silence dans mon propos, parce que la diversité, c'est extrêmement important, et encore plus dans les périodes préélectorales. La diversité, c'est pas un obstacle, c'est un trésor, c'est le trésor le plus précieux qu'on a sans doute dans notre espèce. Il n'y a aucune espèce qui peut se comparer à nous de ce point de vue-là. Il n'y a pas un être humain qui ressemble à l'autre. Même les jumeaux monozygotes ne sont pas entièrement comparables. Et quelqu'un comme Daniel Stern, dont vous avez certainement entendu parler dans le séminaire déjà, qui a proposé le modèle de l'accordage affectif, de l'harmonisation des affects, avant de mettre au point ce modèle, avait fait des études très intéressantes sur les interactions précoces dès les premiers jours chez les jumeaux monozygotes. Et il avait montré que dès les premiers jours, deux jumeaux monozygotes n'ont pas le même système interactif avec la mère. C'est incroyable. Peut-être même déjà pendant la grossesse, la mère reconnaît quel est le bébé qui est où, celui des deux. Parce que quand on est jumeaux, même monozygotes, on partage le même génome, on a partagé la même grossesse, le même utérus, le même liquide amniotique, le même ceci, le même cela, le même génome, mais on peut tout partager, sauf qu'on ne peut pas partager la même place dans les représentations mentales des parents, dans la dynamique fantasmatique. Chaque jumeau va avoir une place particulière dans la psyché de la mère et dans la psyché du père, et ça va imprégner d'emblée des interactions précoces dès les premiers jours. Ce qui fait que les jumeaux monozygotes, contrairement à ce qu'on veut toujours mettre en avant, ça vient de se reproduire avec les Bogdanov, là, même quand on est jumeaux monozygotes, on ne se ressemble pas complètement. Et à propos de l'autisme, qui est un de mes domaines de réflexion, les jumeaux monozygotes, si je puis dire, n'ont que 70% de risque d'être tous les deux autistes. C'est énorme si on veut, mais ce n'est pas 100%. C'est pas 100% parce que la partie génétique, la partie de vulnérabilité génétique à l'autisme est partagée par les deux, mais il se passe ensuite pour chacun d'entre eux une histoire différente qui fait qu'ils ne se ressemblent pas à 100%. Et si un jour il y a des clones, je ne sais pas s'il faut vraiment le souhaiter d'ailleurs, enfin si un jour il y a des clones, le problème des clones, ce ne sera pas leur ressemblance, il y aura peut-être d'autres problèmes biologiques, mais ils ne se ressembleront sans doute pas plus que les jumeaux monozygotes, parce qu'il y a la part personnelle, et il y a le poids de l'histoire et le poids de l'environnement, et la causalité épigénétique va certainement prendre le devant de la scène. Voilà, donc cette néoténie, elle fait que le bébé a absolument besoin d'un autre pour se co-construire. Et j'avais besoin de tout ça parce que je vais essayer de vous expliquer que pour passer de l'être à l'existence, il y a besoin de l'autre. Le bébé ne va pas y arriver tout seul non plus. Et cet autre-là, c'est le caregiver, c'est celui qui prend soin du bébé, c'est l'autre secourable, comme on dit parfois, c'est l'être humain proche, et la psychanalyse a choisi le nom de Nebenmensch pour parler de cet autre absolument indispensable. Neben, ça veut dire N-E-B-E-N, ça veut dire proche, et Mensch, ça veut dire l'humain, M-E-N-S-C-H. Mais ça fait chic comme ça, Nebenmensch. Hein. C'est l'autre humain secourable dont le bébé a terriblement besoin. Physiquement et psychiquement, je m'arrêterai là-dessus pour la néoténie, parce que cette néoténie, elle est à la fois physique, hein, il ne peut pas faire comme le petit poulain, et à la fois psychique, comme on va le voir, pour passer de l'être à l'existence. Et la composante psychique de la néoténie psychique, c'est celle qui a été théorisée en particulier par Jean Laplanche, à travers son concept de situation anthropologique fondamentale, en disant que ce qui était fondamentalement humain, situation anthropologique fondamentale, c'était ce besoin immédiat pour le bébé humain d'une rencontre avec un humain avec un adulte de son espèce, dans une rencontre qui est tout de suite mutuelle, interactive, mais très dissymétrique. Et beaucoup plus dissymétrique que dans les autres espèces, parce que le bébé humain est beaucoup plus inachevé que dans les autres espèces. Donc vous voyez, j'arrête ce petit couplet sur la néoténie, mais cet inachèvement premier, cette néoténie, c'est pas une erreur de la nature. C'est un inachèvement fondamental, fondateur, et qui s'est stabilisé parce que probablement il y a quand même plus d'avantages à avoir une énorme épigénèse que le risque initial
l'avantage de cette épigénèse très forte l'emporte finalement sur la fragilité initiale au moment de la naissance. Et autour de ça, on peut faire parfois des propositions un peu paradoxales, comme le fait parfois François Ansermet, mais les paradoxes sont souvent stimulants. Finalement, on est programmé génétiquement à avoir une énorme épigénèse. Donc finalement, on est programmé génétiquement à ne pas dépendre entièrement de notre génome. Ce qui est quand même peut-être un petit avantage de notre espèce par rapport à d'autres. Je vais laisser la néoténie de côté, mais si vous voulez, s'il y a des questions, c'est comme vous voulez. C'est peut-être plus facile en cours de route qu'après. N'hésitez pas. Ça va, c'est clair? Bon. Alors, après quoi, j'en arrive à l'être et l'existence. Mais vous voyez déjà avec l'idée que pour passer de l'un à l'autre, le bébé va absolument avoir besoin de l'autre, bien sûr, du fait de sa néoténie fondamentale. Voilà, alors en ce moment, c'est fou ce que ça m'aide, cette différence entre l'être et l'existence. Et ça part de Winnicott quand même, qui est mort en 1971. C'est à la fois ancien et pas si ancien que ça. Enfin, ça fait 50 ans, quoi. Toute cette discipline... Enfin, il y a des bébés depuis toujours. Mais la discipline qui s'occupe des bébés, c'est infiniment récent, quand même. C'est une explosion, c'est un essor incroyable. Il y a des publications autant qu'on en veut. Mais quand même, c'est une discipline, une science. La bébologie, si on veut dire ça comme ça, est une science extrêmement récente, 30 à 40 ans, 50, à l'échelle de l'histoire des idées et des connaissances, c'est vraiment très très peu de choses. Donc on a bien plus de questions que de réponses, et c'est pour ça qu'encore une fois, ce que je voudrais vous dire, c'est pas une réponse, c'est une organisation des idées qui m'est utile, en tout cas. Voilà, donc Winnicott, à la fin de sa vie, il était assez vieux. Mais bon, comme il y a plein d'étudiants jeunes, là, j'en profite quand même pour leur dire des petites choses que tous les moins jeunes connaissent. Jusqu'à la fin de sa vie, aussi vieux qu'il soit, et malgré l'arthrose, quand il recevait un bébé, il se passait toujours un temps assis par terre avec le bébé. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la consultation assis, avec les parents, le bébé, etc. Mais à la fin, il allait toujours se mettre pour jouer avec le bébé par terre, assis, en disant qu'il y a des choses qu'on voit de loin, mais il y a des choses qu'on ne peut sentir, ressentir, éprouver qu'en étant vraiment, c'est son expression, à hauteur du bébé. Donc il allait s'asseoir par terre, et il est resté très créatif jusqu'à la fin de sa vie. Et donc à la fin de sa vie, peut-être parce qu'il avait quelques angoisses de mort qui commençaient à s'accentuer, disons. J'allais dire pointer, mais c'est pas bon, c'est pas vrai, parce que les angoisses de mort, on les a depuis qu'on est né. Elles ne font que s'accentuer à la fin de la vie. Eh bien, il a approfondi ce concept qu'il avait déjà vaguement évoqué plus tôt, le sense of being. En anglais, sense, S-E-N-S-E, of being, le participe présent du verbe to be. Et c'est vrai qu'il a dit, alors il a aussi parlé du sense of feeling, mais enfin il a parlé du sense of being. Et quand il a parlé du sense of being, il a choisi le verbe to be en anglais, mais il aurait pu choisir le verbe to exist, puisque le verbe to exist existe aussi en anglais. Et il a choisi le verbe to be parce que se sentir être et se sentir exister, probablement dans son esprit, et moi j'y adhère vraiment, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, quand il y a deux mots dans toutes les langues, c'est qu'il y a deux idées, sinon c'est pas la peine d'avoir plusieurs mots. Et pour vous dire un peu schématiquement les choses, pour se sentir être, je vais vous distribuer un petit tableau après, mais le petit tableau, il empêche d'écouter, alors on va le voir en temps voulu. Pour se sentir être, il y a besoin de personne. C'est anobjectal, c'est pré-objectal. Je vais en dire un petit peu plus dans un instant. Tandis que pour se sentir exister, probablement parce qu'il y a le préfixe ex dans le mot,
le mot ex renvoie, le préfixe ex renvoie à l'extérieur, à l'environnement, à l'entourage, à l'autre, à ce fameux Nebenmensch dont je viens de vous parler. Hein. Et de penser des choses comme ça, vous allez voir comment ça peut éclairer toute une série de choses qui sont sur mon tableau et dont je vous parlerai après. Je reviens au sentiment d'être. Si on pense aux échographies fœtales, puisqu'on est, on est dans un lieu où on doit consacrer au premier chapitre de la vie, à la vie prénatale. Quand on pense aux échographies fœtales, tout le monde en a vu sans doute. Quand on voit un fœtus qui vient mettre son dos contre la paroi utérine, qui s'en va, qui revient, qui s'en va. Enfin, il y a des images incroyables qu'on a vues. Je ne sais pas si tu leur as passé, les images de François Farge. Enfin, il y a des trucs incroyables. Hein. Donc, entre guillemets, parce que justement, probablement, le fœtus se sent être, ne pas encore exister, donc le mot jouer ne va pas très bien. Mais enfin, quand il fait tout ça, quand il attrape le cordon ombilical, il le lâche, il le reprend, il le lâche, il met ses doigts dans sa bouche, il y a eu des photos à sensation là-dessus, et toute une série de choses dont certaines échographies sont les témoins. On ne sait pas, c'est très difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus, c'est déjà très difficile de se mettre dans sa propre tête. Alors bien sûr, c'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus, mais c'est assez plausible quand même de penser que tout ce qu'on voit là, c'est un organisme vivant. Ça, je pense que quand même tout le monde est d'accord. C'est un organisme vivant. Il n'a pas forcément le statut juridique d'une personne, mais enfin, c'est un organisme vivant qui éprouve le fait de vivre. Voilà, ce qui vit le fait de vivre, qui ressent le fait de vivre, sans forcément réflexivité. Il n'est pas en mesure de se dire « je ressens que je vis », mais il sent qu'il vit. Voilà. C'est ça l'être, de ce point de vue-là. Enfin, je crois dans le sens du sense of being de Winnicott. Tout organisme vivant se vit le fait de vivre, mais sans conscience réflexive forcément. Hein. Chez les animaux, peut-être les plantes, j'en sais rien. En tout cas, les fœtus. Les fœtus, je crois vraiment, éprouvent le fait de vivre, mais sans réflexivité sans doute. Non pas, parce que pour la réflexivité, je vais essayer de vous en parler après, il faut d'abord avoir rencontré l'objet et intérioriser quelque chose qui vient de lui. Voilà. Mais c'est une pensée, en fait, c'est ça? Oui. Moi, je crois que la sensorialité, c'est déjà une pensée, mais c'est pas forcément une pensée réflexive. Je ressens, c'est du côté de l'être, mais je ressens que je sens, ça c'est déjà un pas de plus. Mais je vais y revenir. Voilà. Alors, pour se sentir exister, en revanche, il faut donc rencontrer la pensée de l'autre, le travail psychique de l'autre, le regard de l'autre, la relation avec l'autre. Et quand le fœtus est encore in utero, il est inclus, il est encore dans l'objet. Alors je dis ça parce que chacun est confronté à ses idéologies personnelles et chacun ne peut parler que des siennes. Moi, c'est vrai que je m'imagine assez mal un fœtus réflexif. Parce que pour être réflexif, je vais essayer d'en reparler, il faut avoir rencontré la pensée de l'autre et que quelque chose nous revienne. Le fœtus est encore dans la mère, je ne vois pas très bien comment il pourrait se représenter la mère et le fonctionnement psychique de la mère. Il y a des ébauches, mais je ne crois pas qu'un fœtus puisse se dire « je me pense en train de penser ». Par contre, il ressent, il éprouve, mais sans réflexivité, c'est mon point de vue. Voilà, tandis que une fois né, il va rencontrer l'autre. Et je reviens à Winnicott. À Winnicott, on parle toujours des deux grandes fonctions, le holding et le handling. On parle un peu moins de la troisième, qui est pourtant une très très belle fonction aussi, qui est la fonction d'object presenting. La façon dont la mère va présenter au bébé les objets du monde. Hein, ça c'est magnifique, hein, comme un rôle de passeur entre le bébé et les objets du monde. Mais parmi les objets du monde qu'elle a à présenter au bébé, il y a elle-même. Comment est-ce qu'elle se présente au bébé ? Et tout ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est que pour que ça se passe bien, il faut qu'elle se présente au bébé de manière douce, non intrusive, non abrupte, non violente, pour qu'il n'y ait pas de discontinuité, pour qu'il n'y ait pas de traumatisme développemental.
qu'on parle d'intersubjectivité primaire presque tout de suite là, ou d'intersubjectivité secondaire un petit peu plus tardive, je ressens qu'il faut que l'objet se présente à l'enfant de manière douce. Et que toute la qualité des soins précoces est là, sinon ça fait irruption et ça fait discontinuité. Alors je vais prendre deux mots, et je voudrais que vous les entendiez plus dans le vocabulaire du photographe que du mystique. Il faut que la mère apparaisse progressivement. Il faut qu'elle se révèle progressivement. Mais pas au sens apparition mystique ou révélation transcendantale, mais que, comme la photo, dans le bain du révélateur, du photographe, il faut que quelque chose apparaisse doucement pour que l'objet, que la différenciation entre le futur sujet et le futur objet ne soit pas trop brutale. Hein. Et ça va être tout le travail des objets de l'objet primaire, la mère, ou celui ou celle qui en fait fonction, et des partenaires interactifs. C'est tout l'enjeu de la qualité des soins précoces, voilà, d'aider l'enfant, mais il a besoin de nous, il ne le fera pas tout seul, hein, d'aider l'enfant à passer tranquillement, même si c'est peut-être rapide, mais quand même doucement, du sentiment d'être au sentiment d'exister. Et après toute la vie, on gardera bien sûr les deux registres. Une fois qu'on a acquis la possibilité de se sentir exister dans le regard de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on ne va pas pouvoir régresser, déconstruire l'objet, effacer l'autre et à nouveau se sentir être sans passer par l'autre. C'est quelque chose qui va être en dialectique toute la vie. Alors, object presenting, ça fait penser, bien sûr, à cet art. Si je dis que parmi les objets que la mère a présentés au bébé, il y a elle-même, eh bien, ça fait penser à l'article de Winnicott, le visage de la mère comme miroir pour l'enfant et sa famille, où, grosso modo, ce qu'il nous explique, Winnicott, dans cet article, c'est que quand le bébé regarde la mère, une mère qui va bien, hein, pas une mère complètement mélancolique, mais enfin, quand le bébé regarde la mère, il regarde la mère, mais il regarde la mère qui le regarde. Et se sentir exister, c'est se sentir regarder, c'est se sentir pensé par l'autre, c'est se sentir dans la rencontre avec l'autre qui est le Nebenmensch, qui est extérieur. Exister, extérieur, Nebenmensch. D'accord ? Voilà, donc... On n'est pas encore dans la conscience. Pas tout de suite. C'est-à-dire que le passage d'être à exister se fait avant... Moi, je n'ai pas de calendrier précis à donner, hein, évidemment. Mais on va le revoir. L'être, c'est vraiment avant la découverte de l'objet. La découverte de l'objet conditionne le fait de se sentir exister. Et puis la conscience de se sentir exister va se développer, je vais essayer d'y revenir, en intériorisant le regard de l'autre. C'est d'abord la mère qui regarde le bébé, mais peut-être la conscience, c'est pouvoir intérioriser ce regard sur soi et le mettre en jeu à partir du dedans. C'est ça la réflexivité. Donc c'est peut-être pas tout à fait immédiat, mais encore une fois, je n'ai pas de chronologie bien précise à donner. C'est un mouvement que je veux indiquer surtout. Voilà. Cette fonction d'object presenting est vraiment une très, très jolie fonction, hein, que Winnicott nous a donnée. Voilà, alors, ça va ? Peut-être j'étais un peu vite sur la question du fait que les deux niveaux persistent toute la vie. Il y a des moments dans la vie où, je crois, on fait plus qu'oublier, de ne pas penser à l'autre. Il y a des moments où même on déconstruit l'objet. À ce moment-là, on se retrouve dans l'être, dans certaines formes de rêve, dans certaines formes de solitude, où la question de l'autre ne se pose plus. Bon, mais c'est peut-être pas un être comme l'être initial, parce qu'on a quand même rencontré l'autre et on a intériorisé justement quelque chose. Mais disons que les objets relationnels ne sont pas toujours aussi présents dans la vie que dans le sentiment d'exister au sens plein du terme. Je crois qu'on va continuer à se comprendre de mieux en mieux, vous allez voir. Avant de distribuer ce petit tableau schématique,
Je voudrais vous expliquer aussi quelque chose, alors qu'on a vraiment, que c'est moi qui en parle ce soir, mais c'est le fruit de la réflexion commune vraiment avec Sylvain, et notamment dans le livre, le fœtus bébé au regard de la psychanalyse, et puis aussi dans l'article In Analysis sur un plaidoyer pour une troisième topique. Hein. Voilà, une idée qu'on défend, c'est que quand on dit représentation de l'objet, pour le bébé, représentation de la mère, représentation du père, représentation du professionnel, quand on dit représentation de l'objet, on se comprend très bien, et c'est un mot très utile. On ne va pas l'abandonner, bien sûr, mais peut-être se dire quand même qu'il est un peu global, qu'il est un peu macroscopique, et que peut-être il faudrait arriver à le décompenser, non, à le décomposer, parce que j'ai mélangé décomposer et décondenser. Voilà. Ça donne décompenser. À le décomposer, à le décondenser en plusieurs niveaux, au moins 3, qui ne sont pas les mêmes, mais qui composent l'ensemble, tous ensemble la représentation de l'objet. Il y a la représentation de la place de l'objet, pas tout à fait pareil, déjà que l'objet. Il y a la représentation des liens à l'objet, c'est pas encore l'objet. Il y a des représentations de l'objet proprement dit. Et l'ensemble de ces 3 niveaux compose la représentation de l'objet au sens où on l'emploie couramment. Mais il faut dire un petit mot quand même pour que vous compreniez bien ces 3 niveaux. La représentation de la place de l'objet, ça, vous allez voir comme ça éclaire cette notion de Nebenmensch dont je viens de parler. Est-ce que le bébé naît avec un certain nombre, on pourrait dire, de pré-représentations de la place pour un adulte dont il a besoin? Bion a parlé des préconceptions, et avec un exemple qui fait réfléchir, et puis Sylvain parle aussi du registre du virtuel, il vous en a certainement parlé. Je crois que ce sont des domaines où on peut parler de proto-représentation, de préconception. Le bébé humain est tellement néotène que pour pouvoir se servir de l'adulte dont il a besoin, peut-être qu'il naît avec des pré-représentations de la place nécessaire de cet objet. C'est pas encore de l'adulte, pas encore du parent, ou du psychologue, ou du psychanalyste, ou de l'auxiliaire de cas, bien sûr, mais il est porteur en lui peut-être d'une pré-représentation de la place que va occuper un adulte de ce type-là, dont il a très, très besoin. René Dietkin, qui a travaillé avec les bébés un petit peu à la fin de sa vie, enfin qui a beaucoup travaillé au centre Binet, qui avait une pensée aussi assez paradoxale et très stimulante, disait, mais de temps en temps, en consultation de pédopsychiatrie, on s'étonne que certains enfants ne veuillent pas nous parler. Et lui disait, mais moi ce qui m'étonne surtout, c'est que 99% acceptent de nous parler, alors qu'ils ne nous ont jamais vus, qu'ils ne connaissent pas notre métier, qui n'ont aucune représentation de ce que c'est qu'un psychanalyste, un pédopsychiatre ou une psychologue, et que pourtant, ils nous parlent. Voilà, ça, moi, ça va dans le sens que peut-être chez tous les enfants qui se sentent si néotènes, il y a comme une espèce de place, de représentation d'une place libre, vide, à occuper pour l'adulte, dont ils sentent bien, ils ne le savent pas, mais ils sentent bien qu'ils ont terriblement besoin. Il y a des questions aussi qui rôdent dans les pouponnières. Je pense à la pouponnière de Budapest, parce que l'approche piclérienne, Pikler-Logzi m'apporte beaucoup. Et dans toutes les pouponnières, il y a des questions émouvantes qui rôdent aussi. Est-ce qu'un enfant qui a été placé dès la naissance, par exemple, et qui va passer là quelques mois, quelques années, parfois de sa vie, est-ce que les enfants savent d'emblée ce que c'est qu'un parent? C'est une question difficile. Et les personnes qui s'occupent de ces bébés-là, on peut dire, ont un peu le sentiment qu'ils ont une espèce de pré-représentation. Alors peut-être pas de ce que c'est qu'un parent, je pense aux enfants qui vont être confiés à l'adoption en particulier, mais de ce que c'est qu'un adulte dont ils ont besoin, que ce soit un parent ou un professionnel, on revient toujours à ça. Et puis, dans différents textes, j'ai essayé, pour montrer que cette représentation d'une place est très mobilisatrice, je me suis souvent servi, je vous le raconte en 2 mots, du livre d'Ariane Leader. C'est un psychanalyste américain ou anglais, je ne sais jamais, qui s'est en tout cas beaucoup occupé d'art
et qui a écrit certains livres qui ont été traduits en français, dont l'un qui s'appelle Tout ce que l'art nous empêche de voir. Et dans ce livre, très documenté et très, très facile à lire, mais très documenté, à la fois d'un point de vue psychanalytique et historique, il raconte que la Joconde a été volée en 1911 au Louvre, et donc pendant 2 ans, on ne l'a pas remplacée, on a laissé la place vide. On l'a retrouvée au bout de 2 ans dans le garage d'un drôle de type dont on ne sait pas très, qui n'avait rien fait de ce tableau, évidemment, hein, qui ne pouvait pas le vendre. Voilà, donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais pendant 2 ans, document à l'appui, dans ce livre-là, Darian Lider dit qu'il n'y a jamais eu autant de monde au Louvre qu'à ce moment-là, pour aller voir la place vide de la Joconde. Encore plus que pour aller voir la Joconde, et Dieu sait s'il y a du monde pour aller voir la Joconde. Mais encore plus pour aller voir la place vide. Et en plus, la Joconde, c'est un objet esthétique très particulier, énigmatique, originaire. Voilà, donc cette notion de représentation de la place, elle a certainement quelque chose d'important. Et tout à l'heure, je parlais des préconceptions de Bion. Je termine là-dessus pour ce premier niveau. Bion, dans les livres de la décade 60-70, il a parfois parlé de la recherche du sein par le bébé, en disant le bébé qui vient de naître, cherche le sein là où il a coutume d'être. C'est une phrase un peu énigmatique. Et c'est vrai que si vous avez sans doute vu des images de ça, si un bébé qui vient de naître, on le pose sur le ventre de la mère, on peut le voir aller grimper et chercher le sein. C'est vrai que les seins ont coutume d'être sur tous nos corps d'hommes ou de femmes, quelque part par là, bien sûr. Mais moi, je crois que c'est pas ça que Bion voulait dire, parce qu'il a jamais vu le corps d'homme et de femme encore du dehors. Peut-être qu'il cherche le sein là où il a la place du sein, là où il a coutume d'être dans sa tête de fœtus depuis déjà quelques mois. C'est pas simplement parce qu'il y a une odeur de lait ou de réflexe, je crois. Peut-être ça joue, mais il me semble qu'il y a plus que ça. Bon. Voilà pour le premier niveau de la représentation de la place de l'objet. Et le deuxième niveau, c'est la représentation des liens à l'objet. Enfin, c'est vraiment celui-là dont on a besoin. Hein. Je vais m'y attarder un peu, parce que la représentation de l'objet, je vais en parler, mais c'est la représentation de l'objet en tant que lui-même. Mais notre hypothèse avec Sylvain, c'est que la représentation des liens à l'objet peut se mettre en place avant même que l'objet soit encore bien clairement différencié. C'est ça qui paraît un tout petit peu surprenant, mais qui ne l'est pas tant que ça, en fait. Et Serge de Bovici, dont tout à l'heure Sylvain parlait, avait eu cette intuition aussi dès les années 60, hein, c'est assez ancien déjà, 60 ans, mais il disait, c'est une phrase célèbre, je vous la redis, l'objet peut être investi avant d'être perçu. Tout le monde lui a demandé ce qu'il voulait dire, et il n'a jamais d'ailleurs tellement répondu, parce que comme c'est des intuitions, et on ne peut pas tellement forcément les démontrer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris sur le bébé depuis, ça n'est pas très surprenant, hein, ni contradictoire, surtout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez en tête le schéma. Ça veut dire d'abord, la première chose, c'est que les bébés nous observent terriblement. Observer les bébés, c'est pas comme observer Vénus, et encore, ou Mars. Mais je prends des mauvais exemples, parce que peut-être que sur Mars, il y a des gens qui nous observent aussi, mais bon, on ne sait pas. C'est pas comme observer de l'inanimé. Quand on observe des bébés, on observe des êtres vivants qui eux aussi nous observent. Il y a tous les effets, bien sûr, transféraux contre transférentiels. Mais les bébés nous observent terriblement. Ils envoient des messages et puis ils attendent de voir ce que ça donne. C'est d'ailleurs pour ça que, vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue, mais je trouve que les bébés ne sont pas seulement émouvants, ils sont intimidants parfois. Parce qu'ils nous regardent de tous leurs yeux, ils ne nous disent rien, et pourtant, ils regardent. Hein. Le bébé arrive dans un monde où il y a déjà de la pensée, il y a déjà du langage, il y a déjà des adultes, des bêtes-mèches, déjà des relations organisées. Et pour pouvoir s'approprier tout ça, il est obligé de nous regarder, de nous capter par tous les canaux sensoriels possibles. Hein. Donc il y a une espèce de grande curiosité envers nous. Il nous regarde, il nous écoute sans rien dire, évidemment. Plus tard, ça nous rappellera autre chose.
parce qu'il y a des adultes qui nous écoutent sans dire grand-chose aussi, c'est les analystes. Hein. Et peut-être qu'au début, ça résonne un peu, ça aussi. Hein. C'est des situations un tout petit peu insolites, quoi, très dissymétriques. Bon, enfin, je reviens au bébé et je laisse nos analystes de côté.